Chaque fois que vous faites le plein de votre voiture, vous payez un prix qu'un homme a appris au monde entier à fixer. Vous ne trouverez pas son nom sur la pompe. Vous ne le trouverez pas dans vos manuels scolaires. La plupart des personnes qui façonnent votre vie quotidienne le font au moins au grand jour. Cet homme a passé toute sa vie à s'assurer que vous ne le verriez jamais. Pas d'interview, pas de discours, pas de présence publique. Pendant la majeure partie d'un siècle, cette unique photo floue était presque tout ce que le monde avait. Alors qui est-il ? Et comment un homme aussi invisible peut-il finir par changer votre vie sans que vous n'appreniez jamais son nom ? Pendant 17 ans, il a été l'un des fugitifs les plus recherchés des États-Unis. Il a été accusé de la plus grande fraude fiscale de l'histoire américaine. Il a été accusé d'avoir acheté du pétrole aux ennemis de l'Amérique alors que des otages américains étaient enchaînés. Il dirigeait un empire valant des milliards à l'abri derrière des vitres blindées dans les montagnes, protégé par d'anciens agents du renseignement israélien. Et puis, lors de sa dernière matinée en fonction, le président des États-Unis a effacé 17 années de poursuite d'un simple coup de stylo. Avant que Wall Street n'apprenne à négocier le pétrole, cet homme a contribué à inventer le marché pétrolier moderne. La force la plus puissante de l'économie mondiale s'est révélée être un seul négociant privé. Un garçon réfugié qui a compris que si vous êtes prêt à vendre à n'importe qui, le monde vous laissera acheter presque n'importe quoi. Il a acheté sa liberté. Il a acquis les plus grandes œuvres d'art de la planète. Il a acheté la loyauté de Premier ministre. Et pourtant, l'un des hommes les plus riches de tous les temps a été enterré dans un silence quasi total, avec presque personne présent. Parce qu'il y avait une chose que tout son argent, tout son pouvoir ne pourrait jamais acheter. La perdre, la briser. Et pour comprendre ce que c'était, nous devons revenir tout au début. Ceci est l'histoire de Mark Rich. Il naît ici à l'hiver 1934, Mark Rich. Le nom Mark Rich vient bien plus tard. Sa famille est juive. Et en 1934, dans cette partie du monde, cela va bientôt devenir la chose la plus dangereuse qu'une personne puisse être. En mai 1940, l'armée allemande envahit la Belgique. La famille Reich s'enfuit. Ils fuient à travers la France occupée, traversant l'Espagne jusqu'au Portugal. Un garçon de 5 ans passe de la voiture au train puis au bateau, à qui on dit de rester silencieux, de ne jamais se faire remarquer. Les enfants qui survivent à ces années sont ceux qui apprennent à ne pas attirer l'attention. Ils montent à bord d'un navire appelé le Zepa Pinto et traversent l'océan jusqu'en Amérique. Ils y parviennent, la plupart des gens qui leur ressemblent n'y sont pas arrivés. Ils arrivent sans rien et ils ne restent pas en place. New York, puis Kansas City, puis Philadelphie, une famille d'immigrants à la recherche de la prochaine opportunité, n'étant jamais vraiment de nulle part. Son père David recommence à zéro. Il vend des sacs en toile de jute cousue à partir de jute du Bengale. Il fait du commerce de produits agricoles, il achète même une part dans une banque en Bolivie. Un homme sans pays et sans langue, bâtissant discrètement une fortune grâce à un simple instinct. Acheter là où c'est bon marché, vendre là où c'est cher. Saisir l'affaire à laquelle personne d'autre ne veut toucher. Le garçon observe tous tes gestes. En 1954, il abandonne l'université et prend un emploi au service du courrier d'une entreprise appelée Philip Brothers. À l'époque, c'est le plus grand négociant de matières premières au monde. La plupart des gens verraient un service du courrier. Lui, il voit le centre du monde, cuivre, étain, mercure, pétrole, toutes ces matières premières dont chaque pays a besoin et qu'aucun pays ne possède en quantité suffisante, tout cela transitant par un seul bâtiment, tout cela laissant derrière soi une traînée d'argent. Il apprend vite et il est doué, discrètement, impitoyablement doué. Ils l'ont envoyé à Madrid, puis partout où le cadre supérieur refusait d'aller. Les pays pauvres, les pays instables, les marchés que les négociants établis considéraient comme indignes d'eux. Et là-bas, en marge, loin de tout regard, Mark Rich met au point la seule chose qui fera de lui à la fois un milliardaire et un fugitif, souvent pour exactement la même affaire. Tous les autres ont peur des endroits difficiles. Lui, il y va directement. Au début des années 1970, il est l'un des traders les plus brillants que Philip Brothers possède. Il lui manque juste une chose maintenant, un marché assez grand pour bâtir un empire, un marché que personne n'a encore pensé à ouvrir. Il est sur le point de le trouver, et c'est le plus grand qui existe. Le pétrole.
En 1917, la substance la plus importante sur Terre est contrôlée par 7 compagnies. Les gens les appellent les 7 sœurs, une poignée de géants pétroliers américains et européens qui possèdent en presque tout, du puits dans le sol à la pompe au coin de votre rue. Environ 95% du pétrole mondial circule selon leurs conditions, à leur prix et avec des contrats qui durent des décennies. Et voici à quoi ressemble ce contrôle. Un baril de brut vaut environ 2 $. Il valait ce prix l'année dernière. Il vaudra ce prix l'année prochaine. Le sang du monde moderne a un prix gelé parce que 7 compagnies en ont décidé ainsi. Pour l'homme assis sur ses chaises, c'est tout simplement l'ordre naturel des choses. Cet ordre est sur le point d'être bouleversé par un trader dont ils n'ont jamais entendu parler. Parce que le sol bouge, les anciens empires se retirent un à un. Les pays qui possèdent réellement le pétrole s'emparent de leurs propres champs, reprenant ce que les géants possédaient autrefois. Et soudain, ces nouveaux propriétaires ont quelque chose qu'ils n'ont jamais eu, du pétrole à vendre et personne au-dessus d'eux pour fixer le prix. La plupart des traders le remarquent à peine. Un seul le remarque. Mark Rich a passé des années à acheter de petites cargaisons de brut, peu attrayantes, provenant précisément de ces coins oubliés. Et il voit l'opportunité que ses supérieurs, trop installés dans leur confort, laissent passer. Pour comprendre à quel point son idée est radicale, regardez comment le pétrole était vendu. Un géant signe un contrat avec un producteur, fixe le prix et le bloque pour 20-30 ans. Le chiffre est gravé dans le marbre. Il ne bouge pas pendant une génération. Rich regarde cela et voit une liberté que personne d'autre n'osera exprimer à voix haute. Le pétrole peut être vendu aujourd'hui au prix du jour, puis à nouveau demain à un nouveau prix. Le contrat qui fixe un prix à vie peut simplement être déchiré. Un prix qui respire, une vie qui évolue d'heure en heure, déterminé uniquement par ce qu'un acheteur est prêt à payer pour un baril à l'instant même. Les traders appellent en cela le marché au comptant, et au début des années 1970, il existe à peine. Et sous le génie se cache une règle simple. Pour Mark Rich, le pétrole est une chose que l'on achète à bas prix à un endroit et que l'on revend cher ailleurs. Rien de plus. Il ne doit rien au prix officiel, rien aux 7 compagnies qu'il protège, et rien à aucun drapeau flottant au-dessus de n'importe quel champ pétrolier au monde. Et voici la limite dangereuse de cette règle. Pour Rich, un acheteur est un acheteur. Peu importe qui se trouve de l'autre côté de la transaction, ce qu'ils ont fait ou de qui ils sont l'ennemi, pas encore, mais ça viendra. Cela va faire de lui le négociant le plus riche au monde, et un jour, cela fera de lui l'homme le plus recherché. D'abord, il doit se libérer de l'ancien monde, et l'ancien monde est sur le point de lui donner la raison parfaite. Tout commence par un pari énorme. Sentant que la guerre arrive au Moyen-Orient, Rich et son partenaire, Pincus Green, commencent à acheter du brut iranien, certains qu'il est sur le point de devenir inestimable. Leurs patrons pensent qu'ils ont perdu la tête. C'est une légende du trading nommé Ludwig Jesselson et il leur ordonne de liquider toute la position. Ils obéissent. Quelques semaines plus tard, la guerre éclate, l'embargo pétrolier arabe frappe et cette ligne verte figée finit enfin par bouger. En quelques mois, le prix du baril passe d'environ 3 $ à près de 12. Rich l'avait vu venir avant même son propre patron. Alors Rich et Green retournent voir Jesselson, l'homme à qui ils viennent de démontrer son erreur. Ils demandent une prime, une vraie, d'environ 1 million de dollars chacun, mais l'argent est presque secondaire. Ce qu'ils demandent vraiment, c'est que l'ancien monde les regarde et admette que l'avenir leur appartient désormais à tous les deux. Jesselson refuse. Et dans ce simple refus, la maison de commerce la plus puissante du monde laisse partir les 2 hommes qui viennent de lui rapporter une fortune. Quelques années plus tard, elle le regrettera. C'est la dernière erreur que l'ancien monde commettra avec Mark Rich. En 1974, tous les deux quittent la société et ouvrent leur propre entreprise dans un paisible paradis fiscal suisse appelé Zug. Ils mettent son nom sur la porte, puis ils font ce que les géants ont toujours juré être impossible. Ils négocient le pétrole comme s'il s'agissait d'une simple marchandise, l'achetant partout, le vendant partout, déplaçant des volumes stupéfiants avec presque aucun de leur propre argent, financés par les banques, portés par le courage et le sens du timing. Dès sa première année, l'entreprise brasse plus d'1 milliard de dollars de marchandises. En 1976, elle gagne 200 millions de dollars de bénéfices par an, alors qu'elle n'existait pas 24 mois plus tôt. Il est devenu riche. Puis il a fait quelque chose de bien plus grand que de devenir riche. Il a changé la façon dont le prix de chaque baril de pétrole sur la planète est fixé.
Le Financial Times écrira plus tard que le modèle construit par Mark Rich est devenu le modèle que tous les grands négociants en pétrole ont copié depuis. Vous vous souvenez de ce chiffre sur la pompe à essence, celui qui grimpe du jour au lendemain sans avertissement et sans explication? C'est son univers, un monde où le prix du pétrole change à chaque heure de chaque jour, décidé par des traders dans des salles où vous n'entrerez jamais. Des forces plus puissantes étaient déjà en train de libérer ce prix. Les guerres, les embargos, la lente agonie des empires. Mais Rich l'a vu venir avant presque tout le monde et il a construit la machine qui a transformé une crise passagère en système permanent du commerce mondial du pétrole. Chaque personne qui a déjà sursauté devant le prix de faire le plein vit à l'intérieur du système qu'il a contribué à rendre permanent. Mark Rich est désormais la nouvelle force la plus puissante du pétrole mondial et il ne fait que commencer. Parce que le même instinct qui a bâti sa fortune, cette soif de conclure des affaires là où personne d'autre n'ose aller, est sur le point de l'entraîner dans un endroit bien plus dangereux. Vers les dictateurs, vers les ennemis, vers les régimes avec lesquels le reste du monde refuse d'être vu. Et cela va faire de lui le trader le plus riche et le plus recherché de tous les temps. À la fin des années 1970, Mark Rich a un problème que la plupart des gens envieraient. Il a plus d'argent qu'il ne pourra jamais en dépenser, et il en veut encore plus. Les marchés réglementés sont saturés. Les affaires faciles sont déjà prises, alors il suit sa règle jusqu'au bout, et cette règle l'oriente directement vers les endroits les plus rentables de la planète. Les endroits où tout le monde a trop peur ou trop honte d'aller. À partir de là, l'histoire ressemble à un acte d'accusation. Première preuve, l'Afrique du Sud. Dans les années 1980, le pays est un paria mondial. Le monde a imposé un embargo sur le pétrole pour punir l'apartheid, le système de ségrégation raciale brutale qui maintient une minorité blanche au pouvoir. Nation après nation refuse de lui vendre un seul baril. Mark Rich lui vend quand même le pétrole. Discrètement, à travers un réseau d'intermédiaires et des cargaisons dont les papiers sont falsifiés, Mark Rich devient l'un des soutiens les plus importants du régime. Des chercheurs qui ont ensuite retracé le contournement des sanctions ont documenté au moins 149 expéditions de pétrole liées à Mark Rich à destination de l'Afrique du Sud de l'apartheid. D'après l'estimation de son propre biographe, ce seul commerce lui aurait rapporté environ 2 milliards de dollars. Son verdict, des années plus tard, est d'un calme glaçant. Il dit qu'il a toujours été contre l'apartheid. Il affirme qu'il ne faisait que des affaires normales. Pièce à conviction numéro 2, l'Iran. En novembre 1979, des révolutionnaires iraniens ont pris d'assaut l'ambassade américaine à Téhéran et ont pris 52 Américains en otage. Ils les retiendront pendant 444 jours. L'Amérique est effrayée et enragée, l'Iran devient l'ennemi. Et pendant toute cette crise, Mark Rich achète du pétrole iranien, environ 200 millions de dollars de pétrole. Il fait affaire avec le régime même qui retient ses propres compatriotes en otage. Pour Washington, c'est à 2 doigts de la trahison. Pour Mark Rich, ce n'est qu'un mardi ordinaire. Et les dossiers continuent de s'accumuler. Il vend du grain à l'Union soviétique après l'arrêt des échanges américains. Il commerce avec le Cuba de Castro, défiant ouvertement l'embargo, la Libye de Kadhafi, le Chili de Pinochet. Pendant 2 décennies, Mark Rich fait des affaires avec presque tous les régimes que le reste du monde a décidé de boycotter. Voici pourquoi cela devrait vous concerner. Chacune de ces transactions a violé un embargo, une sanction ou un boycott, outil que votre gouvernement utilise encore pour punir les dictateurs et faire pression sur les régimes jugés maléfiques. Mark Rich a prouvé à maintes reprises que ces outils avaient un prix et qu'il était toujours prêt à le payer. L'argent devient presque irréel. Au milieu des années 1980, son entreprise réalise 12 milliards de dollars de transactions par an. Il vit derrière les murs d'une villa suisse ornée de Picasso et de Miro, dans un chalet dans les montagnes au-dessus de Saint-Moritz, et possède un domaine en Espagne. L'enfant réfugié qui autrefois a fui à travers l'Europe, sans rien possède désormais certaines des plus belles choses jamais créées par la main de l'homme. Et il ne ressent aucune culpabilité à ce sujet. Sa réponse ne change jamais, il rend un service. Des gens veulent vendre, d'autres veulent acheter, et il se tient au milieu. Il insiste sur le fait qu'il n'a toujours été qu'un homme d'affaires. La moralité de ses clients, dit-il, n'a jamais été à lui de juger. Mais un dossier refuse de se ranger avec les autres. Au début des années 1980, la Jamaïque est en faillite et abandonnée, rayée des comptes par les prêteurs internationaux en train de sombrer, et Mark Rich la maintient en vie.
Il prête de l'argent au gouvernement quand personne d'autre ne le fait. Il aide le pays à rester à flot. Il paie même pour envoyer les athlètes du pays aux Jeux Olympiques. C'était un accord commercial. Il a obtenu les métaux de la Jamaïque à bas prix en échange, et ce seul arrangement a fait de lui le plus grand négociant d'aluminium au monde. Le même instinct qui l'avait conduit en Afrique du Sud sous l'apartheid l'avait aussi mené en Jamaïque. Aller là où tout le monde refuse d'aller. Mais cette fois, le pays de l'autre côté avait besoin qu'il vienne. Quelle que soit votre opinion sur l'apartheid et l'Iran, l'homme qui a maintenu la Jamaïque en vie est plus difficile à ranger parmi les méchants. Et une fois que cette étiquette ne colle plus, toute l'histoire bien rangée commence à vaciller. Alors, avant de suivre Mark Rich sur les listes des personnes les plus recherchées de 2 gouvernements, nous devons nous arrêter et poser la question que ce dossier nous impose. Était-il un criminel alimentant les régimes les plus cruels par appât du gain ? Ou était-il le seul homme honnête dans la pièce, faisant au grand jour ce que chaque gouvernement et chaque géant du pétrole faisaient déjà dans l'ombre ? Pendant que Mark Rich achète le monde, une petite équipe de procureurs américains démantèle tranquillement son empire sur le papier. Ils sont dirigés par un jeune procureur fédéral ambitieux nommé Rudolph Giuliani. Et ce qu'ils découvrent est un stratagème d'une ampleur stupéfiante. L'accusation est simple et stupéfiante. Les traders de riches achetèrent du pétrole américain bon marché, soumis au contrôle des prix, le faisèrent passer par une chaîne de sociétés fictives pour le déguiser en une qualité bien plus chère et empochèrent la différence. Des centaines de millions ont été transférés à l'étranger, hors de portée du fisc américain. Les procureurs affirment qu'il a éludé plus de 48 millions de dollars d'impôts, la plus grande fraude de ce genre dans l'histoire américaine. Le 19 septembre 1983, un grand jury rend un acte d'accusation comportant plus de 50 chefs d'accusation. Fraude électronique, fraude postale, association de malfaiteurs, évasion fiscale et celui qui le rend personnel, commerce avec l'ennemi. Pour avoir acheté du pétrole iranien alors que des otages américains étaient encore détenus. Additionnées, ces accusations représentent des peines de prison potentielles de plus de 300 ans. Giuliano est prêt à faire de lui un exemple. Il y a juste un problème. Mark Rich est déjà parti. Il l'a vu venir et il a discrètement déménagé lui-même, son associé et tous les documents importants en Suisse. Et en Suisse, les États-Unis ne peuvent pas l'atteindre. Selon la loi suisse, ce dont il est accusé n'est même pas un crime passible d'extradition. Les Suisses ont poliment refusé de le livrer. L'Espagne et Israël aussi. Le pays le plus puissant du monde vient de l'inculper et il ne peut même pas poser un doigt sur lui. Pour Rudy Giuliani, c'est l'affaire qui lui a échappé, celle qui aurait dû couronner sa carrière, figée sur une montagne qu'il ne peut pas atteindre. Il deviendra plus tard le maire de New York et un nom connu dans toute l'Amérique, mais il n'oubliera jamais Mark Rich. Et dans 2 décennies, lorsque Rich refera enfin surface, Giuliani sera l'un des premiers à revenir le traquer à nouveau. Il dirige son empire derrière des vitres pare-balles dans les Alpes, protégé par une équipe de sécurité composée d'anciens agents du renseignement israélien, et il continue à faire du commerce. Le pétrole circule toujours, l'argent continue d'affluer. Depuis sa forteresse de montagne, le fugitif continue d'agir. Le fugitif continue de faire des affaires avec la moitié du monde. Il possède tout ce que l'argent peut acheter et une forteresse pour en profiter, mais tout son univers s'est réduit à la poignée de pays qui acceptent de l'abriter. S'il met un pied dehors, les menottes l'attendent. Pendant les 17 années suivantes, Mark Rich figure sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI et les États-Unis le traquent à travers la planète. Les marshals le ratent de quelques heures en Angleterre. À un jour ou deux près, en Jamaïque, il voyage à bord d'avions privés enregistrés sous d'autres noms. Il se faufile entre les pays qui refusent de l'arrêter et il garde toujours une longueur d'avance. Des plans secrets visent à le capturer et le rapatrier par avion. L'un de ces plans échoue près de sa villa suisse lorsque la police locale précise que ce seraient les Américains venus pour l'arrêter qui repartiraient menottés. Lorsqu'un journaliste le coince dans une pizzeria, il s'échappe par la fenêtre des toilettes. Un Noël simplement pour narguer ses poursuivants, ces hommes ont envoyé 2 leurs dans un aéroport londonien avec des valises étiquetées Green et Rich. Il est en train de gagner et il savoure chaque minute. Ses défenseurs disent qu'il ne faisait au grand jour que ce que des entreprises respectables faisaient dans l'ombre et qu'il a simplement été choisi pour servir d'exemple. Ces entreprises, on s'est dit, finissent par régler l'affaire, payant environ 170 millions de dollars en amendes et arriérés d'impôts. Mais lui-même ne le fait jamais.
Mark Rich préfère rester un fugitif pour le reste de sa vie plutôt que de se présenter devant un tribunal américain et admettre qu'il avait tort. Et ainsi, le criminel en col blanc le plus recherché au monde disparaît au grand jour. Le fantôme le plus riche de la planète se cache derrière des vitres dans les montagnes, fixant toujours discrètement le prix du pétrole dans chaque réservoir en contrebas, y compris les voitures des agents envoyés pour l'attraper. Pendant 17 ans, les États-Unis déploient tous leurs moyens contre Mark Rich sans jamais réussir à l'atteindre. Mais le coup fatal survient de l'intérieur de sa propre entreprise, venant de l'homme en qui il a le plus confiance, là où les Américains n'auraient jamais cherché. Et cela va lui coûter la seule chose que tout Washington n'a jamais pu lui prendre, son nom. Au début des années 1990, Mark Rich semble toujours intouchable, toujours fugitif, toujours milliardaire, toujours le trader le plus puissant du monde. Mais l'empire commence à se fissurer de l'intérieur. Un divorce brutal arrache des dizaines de millions à sa fortune. Certains de ces traders les plus talentueux, épuisés de travailler pour un homme traqué, quittent l'entreprise pour fonder leur propre société. Et puis Mark Rich commet le seul type d'erreur qu'il a passé toute sa vie à éviter. Il parie mal. Il essaie de contrôler le marché mondial du zinc. Il achète tellement de ce métal qu'il en contrôle seul le prix partout dans le monde. C'est un pari colossal, plus d'1 milliard de dollars, et il le fait sans aucune protection. Pas de couverture, pas de filet de sécurité. Le même sang-froid qui a bâti son empire est maintenant braqué directement sur sa propre tête. Le pari tourne mal, le prix s'effondre, et en un seul coup raté, le plus grand trader du monde perd environ 170 millions de dollars. Pour les hommes autour de lui, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et ce sont les personnes les plus proches de son univers, ses protégés. Les traders qu'il a personnellement recrutés, formés et transformés en millionnaires. Le jeune homme qui, autrefois, aurait suivi Mark Rich partout, qui a bâti toute sa carrière sur son nom, dans une vie où il ne faisait confiance à aucun gouvernement ni à aucun tribunal. C'était les personnes en qui il avait le plus confiance. Maintenant, il regarde le chaos, les faux-semblants, le divorce et l'homme traqué qui rumine dans le bureau du coin et il décide qu'il est devenu un fardeau. Mené par l'un de ses propres lieutenants, l'homme qui l'a poussé à se retourner contre celui qui les avait créés. Ils ont forcé le fondateur à vendre sa part dans l'entreprise qu'il avait bâtie à partir de rien et ils le mettent à la porte de sa propre entreprise. Et puis en 1994, ils font la chose qui met fin à tout, définitivement. Ils enlèvent son nom de la porte. Pense à ce que ce nom représentait. Pendant 20 ans, c'était le mot le plus redouté dans le commerce mondial. C'était son monument, la preuve que le garçon réfugié arrivé sans rien avait construit quelque chose qui lui survivrait. C'était la seule chose dans ce monde qui lui appartenait entièrement, complètement. Mark Rich et compagnie devient Glencore. L'empire qu'il a fait naître par sa volonté continuera de conquérir le monde sans lui. Un jour, il vaudra des dizaines de milliards. Son nom n'y figurera nulle part. C'est à ce moment-là que la légende de Mark Rich meurt discrètement. L'homme continue de vivre, mais le mythe est effacé de sa propre création. Les États-Unis l'ont traqué pendant plus de 10 ans sans jamais rien lui prendre. Les siens lui ont tout pris en quelques mois. Il s'en va avec une fortune, environ 600 millions de dollars pour sa part, mais ce qu'il perd ce jour-là a pour lui bien plus de valeur que l'argent. Le jeu était toute sa vie, la salle de marché, les transactions, l'empire avec son nom gravé sur la porte. Maintenant, le jeu appartient à d'autres hommes. Et Mark Rich, toujours un fugitif recherché, n'a plus rien à faire à part errer dans son manoir et regretter la vie qu'il avait autrefois. Il a perdu son entreprise, il a perdu son nom, son mariage est terminé, et après toutes ces années, il reste un homme traqué qui ne pourra jamais remettre les pieds chez lui. Il possède toutes les richesses qu'une personne peut avoir, mais presque rien de ce qu'il désire vraiment. Alors Mark Rich décide de racheter la seule chose qui lui manque encore, sa liberté. Et pour l'obtenir, il s'apprête à conclure l'accord le plus coûteux et le plus controversé de toute sa vie. Mark Rich a passé toute sa vie à prouver une seule idée. Tout a un prix et tout peut s'acheter tant que vous savez qui payer et qui appeler. Maintenant, dans la soixantaine, dépouillé de son entreprise et de son nom, il applique cette idée à la plus grande cible qui lui reste sur Terre, sa propre liberté. Il va essayer d'acheter une grâce auprès du président des États-Unis. La campagne est un chef-d'œuvre du genre d'influence discrète que Rich a toujours su monnayer. Son ex-femme, Denise, une grande donatrice du Parti démocrate, a donné bien plus d'1 million de dollars aux causes du parti, dont des centaines de milliers pour la bibliothèque présidentielle de Bill Clinton.
Son avocat, un homme qui a autrefois servi comme conseiller juridique à la Maison-Blanche pour Clinton, remet directement la demande au président, contournant ainsi les procureurs et la procédure habituelle. Et des appels arrivent de l'étranger. Le Premier ministre d'Israël évoque personnellement le cas de Mark Rich auprès de Clinton à plusieurs reprises. D'anciens chefs d'État et de puissants amis ajoutent à leur voix toute une vie de faveur et sollicité en même temps. Et à travers tout cela, l'homme lui-même attend simplement un fugitif vieillissant dans une villa suisse, trop fatigué pour fuir plus loin, espérant que le dernier accord de sa vie aboutira. Et ça marche! Le 20 janvier 2001, lors de son dernier matin au pouvoir, Bill Clinton signe. D'un simple coup de stylo, 17 ans de cavale prennent fin. Mark Rich est un homme libre. Après 17 ans, il a réussi l'affaire que tout le monde disait impossible. Et puis tout s'effondre. La grâce explose en l'un des plus grands scandales de l'histoire américaine moderne. Démocrates et républicains la condamnent ensemble. Les journaux de tous bords la qualifient de trahison du système judiciaire. Une grâce présidentielle qui semblait achetée et payée. Même l'ancien président Jimmy Carter la qualifie de honteuse et pointe directement du doigt les dons. Le Congrès lance des enquêtes, et parmi les voix les plus fortes contre la grâce se trouve un visage familier, Rudy Giuliani, le procureur qui avait monté le dossier 18 ans plus tôt, de retour pour insister que l'homme qu'il avait autrefois poursuivi n'aurait jamais dû être libéré. Clinton admettra plus tard que toute cette affaire a été un désastre politique qui lui a coûté bien plus que ce que cela valait. Mais pour Mark Rich, toute l'indignation n'a aucune importance. La signature tient bon. Il a acheté sa liberté comme il achetait du pétrole à des régimes bannis. Il en a trouvé le prix et l'a payé. Voici ce que les gros titres ne disent pas. Si l'on enlève les avocats, les donateurs et le scandale, il ne reste qu'un vieil homme à court de temps, dépensant une fortune pour effacer un seul mot de sa vie. Fugitif afin qu'il puisse enfin être autorisé à rentrer chez lui. Mark Rich a finalement gagné. Il est libre, il est riche, il a vaincu le pays le plus puissant de la Terre, mais sa liberté arrive à une heure étrange et silencieuse. Parce que la seule personne auprès de qui il voulait vraiment rentrer était déjà partie. Et aucun pardon, aucune fortune, aucun privilège sur Terre ne pourrait jamais la lui ramener. En 1996, la fille de Mark Rich, Gabrielle, est en train de mourir d'une leucémie. Elle a 27 ans et son père, le trader le plus riche du monde, l'homme qui peut presque tout acheter, ne peut pas faire la seule chose dont elle a besoin. Il ne peut pas aller la voir. Mettre le pied sur le sol américain signifie l'arrestation. Alors le fugitif reste dans sa forteresse pendant que sa fille s'éteint. Elle meurt sans lui. Et la grâce qui lui permettra enfin de rentrer chez lui n'arrivera que dans 5 ans. Pour le reste de sa vie, chaque fois qu'il est en Israël, il visite sa tombe. Il s'assoit à côté et ne dit rien. L'homme qui a toujours connu le prix de tout est assis devant la seule perte qui n'a pas de chiffre. Il vit ses dernières années en homme libre, mais hanté. Il confie à un journaliste qu'il pense à l'Amérique chaque jour de sa vie. Il a racheté son pays. Il n'a jamais pu racheter les années ni la fille que sa vie de fugitif lui avait coûté. Le 26 juin 2013, Mark Rich meurt d'une attaque cérébrale en Suisse. Il a 78 ans. Ils l'enterrent en Israël, près de la fille qu'il n'a pas pu rejoindre vivant. Après tout cela, l'homme d'affaires le plus recherché de l'histoire trouve enfin le repos de la seule manière qui lui restait, en terre à ses côtés. Mais l'empire qu'il a construit lui a survécu. L'entreprise qui a retiré son nom de la porte, Glencore, est devenue l'un des plus grands négociants de matières premières au monde. Ses propres anciens traders ont ensuite fondé un autre géant, Trafigura. L'entreprise a changé, les noms ont changé, mais la méthode qu'il a mise en place est restée exactement la même. Il a contribué à apprendre au monde à déplacer ses matières premières avec du culot et de l'argent emprunté, sans jamais se demander qui attendait de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est tout simplement ainsi que fonctionne l'économie mondiale. Et chaque jour, dans des salles que vous ne verrez jamais, ses héritiers continuent d'aider à fixer le prix des choses dont dépend toute votre vie. Mark Rich n'est plus. Il repose dans une tombe paisible à l'autre bout du monde, mais la machine qu'il a contribué à construire fonctionne toujours. Dans chaque baril, chaque fil, chaque prix qui évolue pendant que vous dormez. Alors, la prochaine fois que vous verrez ce chiffre grimper à la pompe, souvenez-vous de cet homme invisible qui a contribué à montrer au monde comment en fixer le prix ainsi. Le réfugié devenu fugitif qui a passé sa vie entière à prouver que presque tout a un prix. Vous avez vécu tout ce temps dans le monde que Mark Rich a contribué à construire. Et jusqu'à aujourd'hui, vous ne connaissiez même pas son nom.